Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Lundi 17 janvier. 8h35. Garrison, New York. Il n'avait jamais eu de chance auparavant, mais aujourd'hui, c'était différent. Reed le sentait jusqu'au fond de ses os. Les nausées quotidiennes et les douleurs abdominales étaient à peine perceptibles pour la première fois depuis des semaines, ce qui était déjà une chance en soi. Sinon, il aurait pu être en train de dormir et rater sa grande opportunité. Le plan initial, qu'il avait élaboré, était excellent. Un ajustement pour profiter de sa chance, et ce plan devenait absolument brillant. Tous les éléments s'étaient mis en place sans le moindre effort. Même la météo hivernale était devenue sa complice. Comment un type pouvait-il avoir autant de chance ? Un faible soleil avait finalement fait fondre les dernières traces de neige sur l'allée hier. Des températures au-dessus de 4 degrés constituaient un répit bienvenu après le froid précoce et mordant, qui avait commencé fin octobre et n'avait jamais cessé. Un Noël blanc était passé, ce qui signifiait que les habitants de New York étaient reconnaissants pour cette brève accalmie hivernale. Une tempête du nord-est était prévue pour demain, et d'autres tempêtes suivraient, ce qui s'avérait également chanceux. Il avait déjà prévu de tirer parti à la fois du dégel et des tempêtes, mais maintenant, quand cette opportunité avait coïncidé avec ses préparatifs, il avait saisi sa chance. Il surveillait la maison abandonnée depuis un moment, ce qui était le genre de tâche simple qu'il pouvait facilement accomplir, malgré l'aggravation de ses symptômes. Très peu de véhicules empruntaient la route à 2 voies devant la maison, à cause de la neige épaisse. Seuls quelques voisins avec des SUV à 4 roues motrices passaient occasionnellement pour rejoindre la petite ville à 11 km au sud. La route n'était jamais déneigée, pas plus que l'allée. Ce qui rendait facile de voir si quelqu'un allait et venait. Personne ne l'avait fait. Pas de visiteurs, pas de livraison, rien. Il faisait de nombreuses siestes prolongées et de longues pauses sans rien manquer du tout. Il savait qu'il n'avait rien manqué car après, il parcourait rapidement la vidéo enregistrée, simplement pour s'en assurer. Pas une seule fois en toutes ces semaines, aucun véhicule n'était entré dans la longue allée. Il sourit. Jusqu'à aujourd'hui. Il avait dormi plusieurs heures sans interruption pour une fois, ce qui était une autre chose chanceuse parce qu'il se sentait reposé et prêt. Le lever du soleil l'avait réveillé lorsque la première lueur avait percé à travers les arbres. Un moment pour uriner et étirer les courbatures de ses muscles avant de se verser sa dernière tasse de café noir et chaud du thermos. Et il était alerte et aux aguets au moment précis où sa chance arrivait. Il avait déjà avalé la moitié du café, quand la Lexus rouge a tourné au coin et est apparue. Le soleil scintillait sur le pare-brise, tandis que le conducteur ralentissait et s'engageait dans l'allée. Il a saisi son appareil photo à téléobjectif et a pris quelques clichés rapides de la berline. La plaque d'immatriculation était bleue et or de New York, mais la crasse de la route obscurcissait le numéro, ce qui était parfait. Les berlines Lexus étaient courantes à New York. Sans numéro de plaque spécifique, la voiture pouvait appartenir à presque n'importe qui. Le conducteur s'est garé tout près de la grande porte de garage double. À travers l'objectif, il a regardé la portière côté conducteur s'ouvrir et une femme est descendue. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé à quel point il était vraiment chanceux. Il a continué à prendre des photos, tout en observant. Elle était couverte du cou jusqu'aux pieds d'un manteau de cuir noir et de gants, d'un pantalon et de bottes noires. Le temps plus clément l'avait encouragée à se passer de bonnet et d'écharpe, mais avait mis des lunettes de soleil surdimensionnées élégantes. Ça devient de mieux en mieux. Même de cette distance, elle était belle, d'une manière éthérée. Grande blonde d'une minceur presque douloureuse. La mi-trentaine. Ou à peu près. Il l'a observée à travers le téléobjectif, alors qu'elle remontait le trottoir vers la maison, les mains vides. À la porte d'entrée, elle a entré un code sur la boîte à clés de l'agent immobilier, a retiré la clé pour déverrouiller la porte et est entrée. Bon sang. C'est génial, non ? Le sourire de Reed a envahi tout son visage. Il s'est détendu sur son siège. Il a jeté un coup d'œil à l'horloge pour savoir précisément où trouver son arrivée sur le flux vidéo plus tard.
La maison était totalement vide. Elle était aussi froide et sombre. L'électricité était coupée depuis des semaines. Les signaux de téléphonie mobile étaient également faibles dans cette zone pour les opérateurs commerciaux. Elle ne resterait pas longtemps à l'intérieur. Presque comme s'il sentait les rouages tourner dans sa tête et se mettre en place, le plan amélioré se déroulait rapidement. Lorsqu'il eut tout élaboré, il avala le fond froid de la tasse en plastique, vissa le bouchon sur le thermos et le laissa tomber sur le siège. Il voulait du café chaud et en quantité, mais il ne pouvait pas en avoir plus tout de suite. Il vérifia à nouveau l'horloge. 22 minutes jusqu'à présent. Reed se demandait ce qu'elle pouvait bien faire à l'intérieur de la maison. Prendre des photos ou des vidéos avec un téléphone portable, probablement. Rien d'autre n'était le moins du monde probable. 12 minutes plus tard, elle est sortie par la porte d'entrée et s'est retournée pour la fermer solidement. Reed a de nouveau porté son appareil photo à téléobjectif à l'œil et a pris des photos en longue rafale. Elle s'est penchée pour remettre la clé et entrer le code pour sécuriser la boîte à clés, a fermé la porte tempête et a vérifié la poignée. Elle a remis ses lunettes de soleil avant de faire face à la lumière vive du soleil, qui semblait probablement intense après qu'elle se soit habituée à l'intérieur sombre de la maison. Elle est retournée à sa voiture et a fait reculer la Lexus hors de la longue allée. À la route, elle a tourné en direction de Garrison et a roulé à la vitesse autorisée jusqu'à disparaître au tournant. Reed a vérifié l'horloge et noté l'heure exacte. Tout ce qu'il avait à faire était d'éditer la vidéo de surveillance pour supprimer toute preuve de son départ, ce qu'il a accompli avant que le café ne finisse de passer. La vidéo montrait maintenant qu'elle était arrivée, était entrée et n'était jamais ressortie. Il n'avait même pas besoin de déplacer la voiture. Personne ne vérifierait la vidéo avant un moment. Pourquoi le ferait-il? Aucune raison de la vérifier, jusqu'à ce que le corps soit découvert à l'intérieur de la maison. Et s'il vérifiait la vidéo d'abord, avant que le corps ne soit trouvé? C'était aussi une bonne chose. Parce qu'ils entreraient pour la chercher. Tout va bien. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti bien à propos de quoi que ce soit. Richer le découvrirait. Combien de temps lui faudrait-il pour accourir? Pour elle? Pas longtemps, probablement. Reed secoua la tête, souriant toujours. Il a rempli son thermos avec le café frais. En quelques minutes, il était sur la route suivant sa berline rouge. Il savait exactement où la trouver. Il avait tout le temps. La neige ne commencerait pas avant tôt, le lendemain matin. Vers 2 heures environ, selon les météorologues. Il a regardé ses yeux reflétés dans le rétroviseur. Tu es un sacré chanceux, tu le sais ça? Chapitre 2. Lundi 17 janvier. 23 heures. Garrison, New York. Sa chance tenait bon, les nuages masquaient la lune et les étoiles. Les voisins les plus proches étaient absents pour la saison. Le reste du quartier était déjà couché pour la nuit. La seule lumière ambiante provenait de l'autre côté de la rivière, à l'arrière de la maison. Après minuit, même celle-ci diminuerait. Mais le son portait à travers l'eau, ce qui signifiait que sa mission devait être accomplie dans le silence le plus total. La tempête était prévue pour débuter après 2 heures du matin et continuer le lendemain. On s'attendait à au moins 15 cm de neige lourde. Il aurait placé le corps bien avant que la neige ne rende impossible toute entrée, sans laisser de traces qui pourraient être repérées et identifiées plus tard. Des traces qui provoqueraient une fouille à l'intérieur de la maison trop tôt. Reed vérifia l'horloge. La mission commençait précisément à 1 heure du matin. Encore 2 heures à tuer. Il vérifia d'abord les flux vidéo existants. Un flux vidéo constant sans accroc, arrêt ou écart temporel était essentiel. Ensuite, il effacerait les traces de ses activités aussi parfaitement qu'il avait effacé son départ ce matin. Une analyse forensique sophistiquée pourrait localiser les modifications, mais l'analyse ne serait jamais demandée car personne n'aurait de raison de s'interroger. Les athlètes olympiques s'entraînaient mentalement par des répétitions, une étape à la fois, en insistant sur la réussite et la gestion des obstacles.
Il avait perfectionné son plan de la même façon. La mission durerait 60 minutes. 65 maximum. Du début à la fin. Verser la peinture dans la baignoire était l'activité la plus lente, et le seul segment qui ne pouvait pas être précipité. Mettre les gants, la casquette, le masque, les couvre-chaussures et les vêtements de protection. Désactiver tous les éclairages à l'intérieur et à l'extérieur du SUV. Reculer lentement et silencieusement dans l'allée, jusqu'au garage attenant. Sortir et ouvrir manuellement la grande porte du garage, car l'alimentation de l'ouvre-porte électrique avait été coupée, ce qui avait également désactivé la lumière automatique de l'appareil. Retourner au véhicule. L'avancer suffisamment dans le garage pour empêcher toute observation depuis la route, tout en permettant l'accès à la cargaison. Le SUV ne rentrerait pas complètement, à cause de la configuration intérieure du garage. Ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas fermer la porte du garage. Il comptait sur la discrétion et l'obscurité totale pour dissimuler ses activités. Ouvrir le haillon arrière. Il avait maintenant accès à ses fournitures et équipements. Il visualisa son corps nu allongé dans la housse mortuaire, sur la bâche plastique. Elle était morte depuis assez longtemps, pour être à nouveau quelque peu flexible. Il avait précédemment retiré ses vêtements, et les avait placés dans un sac poubelle en plastique, pour limiter les transferts potentiels de traces et réduire le temps passé à l'intérieur de la maison. Il la porta dans la salle de bain à l'intérieur de la housse mortuaire et la plaça dans la baignoire. Il la sortit de la housse mortuaire et posa son corps comme un cadavre au repos. La baignoire surdimensionnée disposait de prises antidérapantes au fond pour l'empêcher de glisser plus profondément dans la peinture. Il retourna au garage avec la housse mortuaire et la rangea soigneusement. Il récupéra le sac plastique contenant ses vêtements. Au cours des dernières semaines, il avait acheté 15 gallons de peinture à l'huile vert olive auprès de plusieurs vendeurs dans le New Jersey, le Connecticut et New York, en effectuant de petits achats en espèces. Plus tôt dans la journée, il avait vidé les bidons dans le grand aspirateur d'atelier avec fonction de pompage et s'était débarrassé des contenants vides dans 3 décharges différentes. Il se voyait porter l'aspirateur d'atelier à batterie à l'intérieur de la maison. Dans la salle de bain pour la 2e fois, il laissa tomber le sac plastique de vêtements sur le sol au pied de la baignoire. Il actionna l'interrupteur de l'aspirateur sur faible volume et utilisa la fonction de pompage pour laisser la peinture s'écouler lentement par le tuyau dans la baignoire. Il vida les vêtements du sac et les disposa comme s'ils avaient été négligemment jetés lorsqu'elle s'était déshabillée avant d'entrer dans le bain. D'abord la culotte puis la chemise de nuit. Pas de soutien-gorge. Il regarda la peinture couler dans la baignoire jusqu'à ce que le niveau atteigne au-dessus de ses épaules jusqu'à la base de son cou. Il appuya sur l'interrupteur d'arrêt de l'aspirateur. Il utilisa sa lampe torche pour vérifier la pièce. Satisfait de son travail, il transporta l'aspirateur et le sac plastique jusqu'au garage. Il verrouilla à nouveau la porte intérieure qui reliait la maison au garage. Il souleva l'aspirateur sur la bâche plastique couvrant l'espace de chargement du SUV et fourra le sac plastique avec la housse mortuaire. Il retourna au siège du conducteur et sortit lentement du garage. Il abaissa la grande porte jusqu'au sol puis s'éloigna. Il vérifia l'horloge. Encore une demi-heure. À 1h du matin précise, avant que la neige ne commence à tomber, il exécuta son plan exactement comme il l'avait visualisé. Pas un seul accroc. Quelle chance incroyable! De retour à son site, Reed retira son équipement de protection et fourra tout dans le sac plastique qui avait contenu son corps. Il édita les séquences vidéo pour éliminer toute preuve de ses activités. Quand il eut terminé, il y avait déjà 7 cm de neige au sol. Le manteau blanc immaculé couvrait la pelouse et l'allée de la maison. Il sourit avec satisfaction. Sur sa route sinueuse vers son domicile, il s'arrêta à 4 sites appropriés pour se débarrasser de la housse mortuaire, de l'équipement de protection, de la peinture restante et de l'aspirateur démonté. La seule chose qui restait à faire maintenant était d'attendre que le corps soit découvert et que les médias fassent ce qu'ils font toujours. Richer serait bientôt là.
Chapitre 3. 11 jours plus tard. Vendredi 28 janvier. 14h30. New Windsor, New York. L'agent spécial du FBI Kim Otto a atterri à l'aéroport international Stewart, un aéroport secondaire situé à environ 110 km au nord de Manhattan, avec 10 minutes de retard. L'avion avait volé à haute altitude au-dessus des nuages, jusqu'à ce que le pilote force son passage à travers l'épaisse couverture nuageuse pour atterrir. Elle avait avalé son 10e antiacide juste avant l'atterrissage chaotique, et elle était soulagée d'être au sol en un seul morceau. Assise près de l'avant du petit jet, elle avait pu récupérer ses bagages et débarquer avant les passagers plus lents. À la sortie de la passerelle, elle a repéré les panneaux indiquant les transports terrestres au niveau inférieur. Elle s'est brièvement arrêtée aux toilettes, puis s'est dépêchée vers la sortie. Un SUV noir banalisé du FBI l'attendait au bord du trottoir. Le chauffeur, un grand homme noir qui ressemblait à un tank humain, a baissé la vitre et lui a montré sa carte d'identité avec photo. Agent Otto ? Vivante et en bonne santé, sans merci au dieu de l'aviation. Elle a hoché la tête. Déverrouillez la porte arrière, je vais ranger ces sacs. Nous pourrons nous mettre en route. Peut-être rattraper un peu de temps sur la route. Elle a rangé son sac de voyage et son ordinateur portable derrière le siège passager avant. Elle est montée sur le marchepied, puis s'est glissée dans l'habitacle. Elle a sorti son téléphone portable de la poche de sa veste et l'a allumé, ce qui signalerait sa position à quiconque pourrait la suivre, pour le meilleur ou pour le pire. Elle a attrapé la grande pince crocodile qu'elle gardait dans la poche de son manteau, a attaché sa ceinture de sécurité, a desserré le harnais d'épaule jusqu'à une longueur confortable et a placé la pince au niveau de l'enrouleur pour maintenir la sangle en place. L'étau métallique maintenait le harnais en position aussi confortablement que possible, compte tenu de la physique de l'ensemble. Le chauffeur l'a regardée s'organiser, comme si elle était un spécimen de laboratoire inhabituel. L'affaire de la pince crocodile a déclenché un large sourire. Il a tendu la main. Agent Reggie Smithers à votre service. Sa voix était un grondement agréable, comme s'il animait une émission de radio nocturne pour femmes solitaires. Elle a placé sa petite main dans sa patte surdimensionnée, et l'a serrée aussi bien qu'elle le pouvait. Les ceintures de sécurité dans ces grands SUV traversent invariablement mon corps selon un angle garanti pour me décapiter en cas d'accident. Même si les airbags se déploient, a dit Kim, mortellement sérieuse face à son amusement évident. Ouais, je vois comment ça pourrait arriver. Vous mesurez combien ? 1,50 m et vous pesez 40 kg toute mouillée ? Son sourire dévoilait des dents ressemblant à un jeu complet de touches de piano blanche. Et vous ? 1,95 m et 140 kg dans votre tenue d'Adam ? A rétorqué Kim. Quand il a éclaté de rire, elle a haussé les épaules. Elle l'aimait déjà bien. Est-ce qu'on attend encore votre partenaire ? L'agent Gaspard, a demandé Smithers. Kim a secoué la tête. Il est en congé médical. On m'a appelé, il y a 3 heures. Personne que je pouvais amener avec moi, dans un délai aussi court. Donc c'est juste moi pour l'instant. Compris. Il a éloigné le SUV du trottoir, toujours en riant. Nous sommes à moins de 25 km de Garrison. Mais 20 cm de neige épaisse sont tombés ces 12 dernières heures. Les chasse-neige n'arrivent pas à suivre. Ça nous prendra probablement 2 fois plus de temps que d'habitude pour y arriver, s'il n'y a pas d'accident devant nous pour nous bloquer. Une fois qu'il s'est inséré dans le flux de circulation lent sur la chaussée couverte de neige, elle a cédé. 1,51 m et 44 kg de puissance absolument terrifiante, si vous voulez vraiment savoir. Il a hoché la tête et gardé les yeux droits devant lui, mais le coin de sa bouche a tressailli. Il s'est éclairci la gorge. Vous êtes venu de Détroit, c'est ça ? Un vol d'environ 1h30, plus ou moins ? Un peu plus lent aujourd'hui, à cause de la météo. Ils ont dégivré l'avion 2 fois. Il fait vraiment froid dehors. Kim détestait voler. L'erreur humaine étant presque une donnée, ajoutée au mauvais temps, aux alertes terroristes et à tout le reste, les voyages aériens étaient toujours une recette pour le désastre.
Elle détestait absolument les voyages aériens en hiver, qui ne s'approchaient jamais des meilleures conditions. Pas même de loin. Elle a vu un fast-food avec service au volant un peu plus loin sur la droite. Arrêtez-vous là-bas, je vous offre un café. Nous sommes déjà en retard. Smithers a froncé les sourcils. Mes ordres étaient de vous amener à Garrison, aussi vite que possible. Il ne nous reste pas beaucoup de lumière du jour. Kim a haussé les épaules, un geste polyvalent qu'elle avait emprunté à Gaspard parce qu'il pouvait signifier tout ou rien. Bien utilisé, il arrêtait aussi la conversation. Ça marchait aussi bien pour elle que pour lui. Mais quand ils ont atteint l'entrée du café, la circulation s'était arrêtée, et une mer de feu arrière rouge s'étendait sur au moins 800 mètres devant eux. Smithers a tourné le gros SUV dans l'allée, et s'est dirigé vers le guichet de commande. « Comment le prenez-vous » ? « Grand, chaud et noir », a répondu Kim avec plaisir en remuant les sourcils comme Groucho Marx. Smithers a de nouveau éclaté de rire. « D'accord. Je l'ai mérité. » Plus de remarques sur l'apparence physique de ma part. Bon plan. Kim a souri. Smithers était compétent. Il ne serait pas un agent spécial du FBI sinon. Il était humain aussi. Ce qui n'était pas forcément une évidence. Certains agents pouvaient être de vrais idiots. Elle en avait rencontré beaucoup trop. Il a commandé 2 grands cafés noirs à emporter. Kim lui a tendu un billet de $10. Il lui a rendu la monnaie. En moins de 5 minutes, ils étaient de nouveau garés derrière les feux arrière avec tout le monde. Comme le café était encore trop chaud pour être bu, elle a dit « Vous travaillez au bureau de New York, je suppose. » Unité du crime organisé. Raquettes de protection principalement. Vous savez. Des mafieux à l'ancienne, a-t-il répondu. Elle a acquiescé. Une idée de pourquoi j'ai été appelée à Garrison? Pas exactement. Et j'ai ordre de ne pas discuter de ce que je sais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous ayez un regard neuf quand vous y arriverez. Elle a incliné la tête. L'explication avait du sens, tant qu'il ne s'agissait pas d'un tireur armé ou d'un autre danger imminent. Quoi qu'il se passe, ce n'était pas immédiatement vital du moins. Ce qui l'a mise en alerte. Pourquoi m'a-t-on ordonné de me précipiter ici sans aucune information, si ce n'est pas une menace immédiate? Désolé Otto. Je comprends pourquoi vous êtes contrarié, croyez-moi. Je ne suis pas ravie de tout ça non plus. Mais je ne peux pas répondre à cette question non plus. Vous verrez par vous-même assez tôt. D'accord. Elle a respiré profondément et s'est accrochée à sa patience. Parlez-moi de Garrison alors. Ce que je sais sur cet endroit ne prendra pas beaucoup de temps à raconter. C'est un petit hameau dans le comté voisin. Établi quand Moïse était encore un chiot. Un lieu touristique actif maintenant. Des campagnards. Yankee Doodle Dandy et tout ça. Il a tendu le cou pour voir au-delà de la circulation. De l'autre côté de l'Hudson par rapport à West Point. Kim a souri. Donc vous n'êtes pas fan de Garrison? Je ne prévois pas d'y vivre, non. Heureusement, pas beaucoup de mafieux y vivent non plus, donc on ne me demandera pas d'y déménager. Il a appuyé sur quelques boutons du système de navigation. On dirait que l'Interstate 84 est le seul moyen raisonnable de traverser la rivière. Je suppose qu'on va juste devoir s'accrocher. À moins que vous vouliez que je commande un hélico? Beaucoup trop froid, venteux et sombre là-dehors pour me faire monter dans un hélicoptère. Non merci. Elle a frissonné. Une fois de plus, elle a pris ses commentaires comme une confirmation que la situation à Garrison n'était pas urgente. Ce qui limitait les possibilités. Elle essayait de ne pas tirer de conclusions hâtives sur le travail, mais jusqu'à présent, elle n'avait vu aucune raison d'être en alerte maximale. Après avoir parcouru très peu de distance sur encore 2 kilomètres, Smithers a allumé une station de jazz. Ils ont voyagé sur les kilomètres restants à travers la rivière sur l'autoroute sans conversation, ce qui lui convenait parfaitement. Ce n'est pas parce que 2 personnes se retrouvent dans un véhicule ensemble qu'elles doivent nécessairement se parler, disait souvent Gaspard.
Après avoir rampé à travers l'Hudson derrière la file de voitures, le système de navigation a identifié une route départementale secondaire descendant vers le sud le long de la rivette de la rivière jusqu'à Garrison. Et si on prenait la route panoramique? On peut au moins sortir de ce trafic. Kim a pointé le temps de trajet estimé. 19 minutes pour couvrir la distance sans prendre en compte la neige. Mais au moins, ils avanceraient. Ça me va? Smithers a mis le SUV en 4 roues motrices et a tourné vers le sud, en suivant les indications du système de navigation. Ils ont traversé une campagne majoritairement inoccupée ornée de neige, digne d'une carte de Noël de Currier et Yves. Kim espérait qu'ils n'auraient pas besoin de se promener dehors. Elle n'avait pas emporté de vêtements appropriés pour chercher des preuves sous 60 cm de neige. Smithers conduisait sur la route sinueuse avec l'assurance d'un homme habitué à gérer tout type de conditions routières. Kim l'appréciait de plus en plus. Les faisceaux des phares rebondissaient dans la semi-obscurité causée par l'épaisse couverture nuageuse, même s'il était à peine 3h30 et que le soleil était techniquement encore au-dessus de l'horizon. Il maintenait le SUV entre les fossés et rattrapait du temps perdu en accélérant sur les sections droites et plates, mais dans les virages, il était obligé de ralentir. Heureusement que ce n'est pas mon partenaire qui conduit. Gaspard vient de Miami. Il n'a probablement jamais vu autant de neige de sa vie, a dit Kim quand ils sont entrés dans le canton de Garrison, qui semblait n'être rien de plus qu'un large espace dans la forêt enneigée. Alors c'est ça? Nous y sommes presque. Encore quelques kilomètres. Smithers tenait le volant à 2 mains. Le truc, c'est que ces maisons peuvent avoir un code postal Garrison et être loin des sentiers battus, vous voyez? Le système de navigation a identifié le prochain virage sur une route de campagne, encore plus étroite. De la neige fraîche recouvrait la route à 2 voies ici, mais au moins un véhicule y était déjà passé. Des ornières profondes dans la neige suggéraient un véhicule lourd. Quand Smithers a aligné les roues du SUV dans les ornières du véhicule précédent, Kim a compris qu'il se rapprochait. Au-dessus de la ligne de neige, le rail supérieur d'une clôture de ranch décorative en bois brut marquait le bord des propriétés sur l'accotement. Des boîtes aux lettres étaient visibles à environ 100 mètres d'intervalle, suggérant que des allées menant aux résidences pourraient se trouver sous toute cette neige. Des poteaux soutenaient des câbles au-dessus de la cime des arbres. Elle pouvait voir West Point, de l'autre côté de la rivière entre les maisons. Les ornières que Smithers suivait menaient dans l'allée suivante. Il a tourné à droite et les a suivis vers la maison. Kim a jeté un coup d'œil à la boîte aux lettres quand ils sont passés, mais les lettres en aluminium qui indiquaient le nom au-dessus de l'adresse avaient été enlevées. Les phares du SUV ont éclairé une longue allée. Au bout, se trouvait une maison basse et étendue à peine visible dans l'obscurité qui s'approchait. Les phares fournissaient assez de puissance pour identifier un revêtement en cèdre sombre et une grande cheminée en pierre. Il n'y avait pas de lumière allumée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Kim a regardé sa montre. Il n'était que 16h30, pourtant l'endroit avait une sensation d'abandon, de plein milieu de la nuit. Au bout de l'allée, devant la double porte du garage, un autre SUV banalisé du FBI était garé, phare éteint et moteur en marche. Un agent était assis derrière le volant. Personne d'autre n'était dans le véhicule. Smithers s'est approché et a mis la transmission en position stationnement. Il a ouvert la console et a déplacé quelques petites boîtes jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il voulait. Vous aurez besoin de ça. Il lui a tendu des surchaussures en papier pour couvrir ses bottes, une charlotte en papier pour couvrir ses cheveux et des gants. L'agent Brice vous attend à l'intérieur. Elle aurait posé plus de questions, mais cela n'aurait servi à rien. Il lui avait dit tout ce qu'il était autorisé à dire, et il n'en dirait pas plus. Elle appréciait sa capacité à suivre les ordres. L'agent dans le premier véhicule sur place a éteint son moteur et est revenu les rejoindre. Il était emmitouflé contre le froid. Elle a fourré les protections dans la poche de son manteau et a retiré sa pince crocodile de la ceinture de sécurité. Quand la porte passager s'est ouverte, un vent froid a soufflé dans l'habitacle. Smithers a dit « Agent Kimoto, voici l'agent Terry Poulton. »
également, de l'unité du crime organisé. Ses cheveux roux sablonneux et son visage couvert de taches de rousseur lui rappelaient cet acteur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.